Bonjour, je suis Christelle Fortino-Brémond. Je suis professeure de linguistique hispanique à l'université Rennes 2 depuis 2011 et auparavant, j'ai été maîtresse de conférences à Nantes de 1998 à 2011. Alors, ma thèse, c'était le gérondif espagnol, éléments de syntaxe et de sémantique, un titre un peu prudent. Je l'ai soutenu en 1997 à Paris-Sorbonne, donc Paris 4, et c'était sous la direction de Jean-Claude Chevalier. Alors, c'est une question que je pose depuis quelque temps parce que plus ça va, plus je m'intéresse à ce que font les collègues dans leur salle de classe, d'où leur vient la vocation, s'ils ont la vocation. Si ce n'était pas une vocation, pourquoi un jour ils ont été mis sur les rails pour devenir enseignants-chercheurs. Donc, pourquoi l'espagnol? Comment est-ce que l'espagnol est arrivé dans votre vie? Est-ce que c'est un prof excellent qui vous a donné l'envie de reprendre le flambeau ou est-ce que c'est vraiment le hasard? Alors, dans un premier temps, c'est vraiment la langue en tant que telle et la culture. Je pense que j'ai toujours aimé tout ce qui concerne le langage. Donc, ça a d'abord été le français à l'école primaire et au collège. Le latin, j'adorais décortiquer les phrases, faire l'analyse grammaticale. J'ai trouvé beaucoup de plaisir. Donc, ensuite, l'apprentissage des langues étrangères, bah, j'y ai trouvé aussi beaucoup de plaisir. Et encore plus en espagnol qu'en anglais, parce qu'à l'époque, il y avait une grande différence dans les méthodes d'enseignement. Et alors, l'anglais était déjà sur le tout communicationnel. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai gardé. Et donc, il y avait très peu de contenu culturel, ce qui fait que j'avais le sentiment de m'ennuyer un petit peu en cours. Alors que les cours d'espagnol, on était transporté dans un autre monde à chaque séance, dans le temps, dans l'espace. On voyageait sans arrêt, le Moyen Âge, le siècle d'or, l'Amérique, l'Espagne franquiste. Enfin, voilà, il y avait un contenu culturel très dense, en plus de l'intérêt pour la langue. Donc, j'ai tout de suite beaucoup aimé l'espagnol. Ensuite, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. À peu près tout m'intéressait, à la fois les sciences, les langues, la philo, l'histoire, etc. Et quand il a bien fallu faire un choix, ça a été difficile. Et finalement, c'est l'espagnol qui l'a emporté parce que je me suis dit, qu'est-ce qui me manquera le plus parmi ce que je vais devoir abandonner? Et je me suis dit, bah non, il y a une chose sans laquelle j'aurais du mal à vivre, c'est l'espagnol. Puis en plus, j'y retrouve tout ce que j'aime. J'y retrouve l'histoire, j'y retrouve la littérature, j'y retrouve la langue. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené à choisir l'espagnol. Bon, et prof alors? Pourquoi prof? Ah, Pourquoi pas vendeur de petits pois? alors, j'ai résisté pendant très longtemps. Je ne voulais surtout pas être prof pour des raisons familiales. Donc, pendant des années, j'ai dit non, tout sauf prof. Et puis, dans mon entourage, on me disait, tu sais, tu devrais réfléchir quand même. Euh, et puis, bon, il faut dire que j'avais une image assez négative du métier d'enseignant parce que les retours que j'avais dans mon environnement familial n'étaient pas toujours très positifs. Et puis, il se trouve qu'un de mes amis a passé la grecque d'histoire. Et ça a changé ça a changé ma perception et je me suis dit, ah, si quelqu'un comme lui, avec un parcours brillant comme le sien, trouve son intérêt, c'est peut-être que ce métier finalement a des choses intéressantes à apporter et je pense que ça a levé les blocages qui pouvaient être là. Et Et je alors, m'en suis rendu et alors avec le recul, pas de regret? aucun, aucun. Non, Bon. non, à tel point que parfois, dans les moments de découragement, quand on est accablé de tâches administratives et que je me dis, ah non, j'en ai marre, je vais faire autre chose, je me pose un instant, je réfléchis, et je dis, mais non, je ne pourrais pas. Non, non, j'aime trop ce métier. Alors, si on revient sur votre parcours, vos études, donc racontez-nous un peu, est-ce que vous avez dit, ah, j'ai eu du mal à choisir, j'étais à cheval sur, je connais ça très bien, parce que moi aussi, j'ai fait 3 licences en même temps pour pouvoir, jusqu'à ce que vraiment c'était plus possible, l'heure de décider. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait double, triple cursus en marge de l'espagnol? Et puis après, qu'est-ce que vous avez fait en mémoire de maîtrise, en mémoire de DEA? En fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire de linguistique? On a compris la langue, le goût pour, etc., etc. Enfin, comment est-ce que ça s'est cristallisé autour de la linguistique alors? Alors, j'ai pas fait plusieurs licences, mais après mon bac, j'ai fait
une classe préparatoire littéraire, mais qui correspondait au concours lettres et sciences sociales. Donc, il y avait aussi des maths Ah encore, ouais. il y avait du pro, il y avait de la socio. Donc, c'était quand même très, très, très ouvert et ça me plaisait beaucoup. Donc ensuite, après les 2 années de prépa, il a fallu choisir une filière à la fac. Et c'est là que la question s'est posée, puisqu'a priori, je pouvais choisir la philo, l'histoire, l'anglais, l'espagnol. Bon. Et donc c'est là que j'ai eu un peu de mal et que j'ai procédé de la façon que j'ai indiquée en disant, bon, qu'est-ce qui va le plus me manquer. Donc je suis arrivée à l'université, c'était à Nantes, directement en 3e année. Euh, et là, j'ai eu un coup de foudre pour un des cours de linguistique en particulier, qui était le cours qui s'appelait linguistique systématique. Alors en fait, c'était de la linguistique guillaumienne. Donc j'ai retrouvé alors à la fois ce qui m'intéressait sur le langage, mais il y avait aussi beaucoup d'éléments qui avaient trait à la philo. Le rapport de l'homme et du monde, la question de l'espace et du temps, la pensée et le langage. Donc ça me plaisait beaucoup cet aspect-là. Et puis, le cours était assuré par un prof absolument exceptionnel qui nous faisait donc ce cours de linguistique guillaumienne, qui faisait aussi le cours de linguistique diachronique sur Razón de Amor, je m'en souviens encore, et qui nous faisait le cours de traduction simultanée à 8 heures le jeudi matin. C'était le cours le plus difficile de la semaine, mais c'est un excellent exercice. Et donc, ce prof, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup compté dans mon parcours, c'est Antoine Rezano. Et c'était un homme, je dis c'était parce qu'il est évidemment en retraite depuis longtemps, c'est quelqu'un à la fois d'extrêmement exigeant, mais d'une très grande bienveillance. C'est vraiment, je pense que c'est la personne qui a le plus compté dans mon parcours professionnel. Et donc, ces cours, c'était un vrai plaisir, quoi. Il savait nous faire comprendre des choses compliquées, nous intéresser non pas à la description du langage, mais comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et son cours était aussi très intéressant parce qu'il y avait une partie de cours magistral où il nous présentait le système verbal espagnol Mm. et une partie, on va dire, d'application où on travaillait sur des textes littéraires que l'on étudiait par ailleurs dans les cours de littérature, en particulier littérature latino-américaine. Il se trouve que cette année-là, c'était son choix. Et donc, étudier les textes littéraires par le biais de la linguistique, c'était aussi très intéressant parce que ça nous apportait un autre point de vue, ça éclairait certains aspects, ça permettait d'étoffer certaines analyses littéraires. Et moi, cette association des deux disciplines m'a beaucoup plu aussi. Donc voilà, donc un coup de foudre immédiat pour ce cours. En plus, c'était un cours optionnel, donc on était 4 en cours, donc c'était condition absolument de rêve. Et c'était un cours que je n'aurais manqué pour rien au monde. Et Antoine Rezano nous a demandé en fin d'année de faire des exposés. Donc, on avait des sujets au choix. Et alors, il avait choisi les formes du mode quasi nominal. Donc, on avait le choix entre participe passé, infinitif et gérondif. Bon, a priori, rien de très palpitant. Et moi, j'ai choisi le gérondif tout à fait, pratiquement par hasard, parce que c'était la forme que j'avais le sentiment de moins connaître que les autres. Elle me semblait plus complexe, ce qui n'est pas tout à fait exact, parce que l'infinitif espagnol a aussi son lot de complexité. Mais le gérondif, pour moi, c'était la forme oui, que je connaissais le moins. Et j'avais le sentiment que du point de vue des emplois, il y avait des choses que j'avais besoin de creuser. Donc, j'ai choisi cette question-là un petit peu pour combler des lacunes que je sentais dans ma propre maîtrise de l'espagnol. Donc voilà, j'ai fait un exposé sur le gérondif. C'était un petit exposé d'un quart d'heure ou 20 minutes. Et ensuite, en maîtrise, donc une chose était certaine, je voulais faire de la linguistique, je voulais faire un mémoire en linguistique, c'était vraiment ça. Mm. Mais je n'avais pas d'idée de sujet. Donc, je suis allée voir Antoine Rezano et je lui ai dit, bah voilà, je veux travailler avec vous en maîtrise, si vous êtes d'accord, mais par contre, je ne sais pas sur quoi. Et il m'a dit, le gérondif espagnol, vous savez, il y a de quoi faire une thèse. Ah, bon. Alors, comme je le respectais beaucoup et que je lui faisais confiance, j'ai accepté.
Et je suis rentrée chez moi en disant, ah, je vais travailler sur le géandif espagnol. Je ne sais pas comment je vais faire un mémoire de maîtrise. Je ne vois pas comment je vais écrire 100 pages là-dessus. C'est pas possible. Bon, par la suite, l'histoire a montré que non seulement j'ai fait un mémoire de maîtrise, mais aussi un mémoire de DEA, une thèse et quelques articles par la suite. Donc, il avait tout à fait raison. Donc, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur le géandif espagnol. Ensuite, je suis partie à Paris 4 préparer l'agrégation. Je m'étais donné 2 ans pour l'avoir. Coup de chance, je l'ai eu du premier coup. Donc, je pouvais me permettre de faire une année d'études supplémentaires. Donc, du coup, j'ai décidé de faire un DEA. Et il n'y avait pas de DEA à Nantes à l'époque, donc je suis restée à Paris 4 et il y avait Jean-Claude Chevalier. Donc, je suis allée voir Jean-Claude Chevalier avec mon mémoire de maîtrise sous le bras en lui disant, ben, voilà ce que j'ai fait en maîtrise. Maintenant, j'aimerais faire un DEA sous votre direction. Je ne sais pas trop sur quoi travailler. Et là, Jean-Claude Chevalier m'a posé 2 questions. Il m'a demandé, bon, alors le gérondif espagnol, est-ce que vous avez épuisé le sujet? Bon, ça aurait été prétentieux de dire oui, donc je dis non. Et deuxième question, est-ce que le sujet vous a épuisé? Non plus. Bon, bah écoutez, voilà un excellent sujet, donc continuez sur le gérondif espagnol. Et je suis rentrée en me disant, c'est parti pour le gérondif. Mais comment je vais faire? Bon, et puis finalement, une fois qu'on se met à travailler, évidemment, on découvre qu'il y a plein de choses à dire. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire une thèse sur le gérondif espagnol. Donc, ce n'est pas le résultat d'une passion dévorante pour cette forme du système verbal, mais c'est un concours de circonstances. Mais alors, vous avez dit tout à l'heure, en donnant le titre de la thèse, fait une petite parenthèse en disant titre prudent. Alors, est-ce que vous pouvez nous commenter le titre de la thèse? Alors, le titre, c'était le gérondif espagnol, éléments de syntaxe et de sémantique. Donc, la prudence était dans le élément, Ah, voilà. parce que j'avais pris conscience quand même qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur le gérondif. Au départ, je n'en étais pas convaincue, mais bon, en travaillant sur la question, je me suis rendu compte que c'était vraiment très vaste et que je ne pourrais pas tout traiter, notamment les aspects diachroniques qui étaient très intéressants, mais que j'ai dû laisser de côté. Je me suis concentrée vraiment sur la synchronie. Les aspects contrastifs aussi, il y avait des choses intéressantes à faire sur une comparaison entre l'espagnol et le français. Je l'ai laissé pour plus tard. Mais je voulais qu'il y ait ces deux aspects de syntaxe et de sémantique qui, correspondaient vraiment à deux domaines qui m'intéressaient, qui m'intéressent toujours d'ailleurs, parce que ça répond à ce sont des questions que je me posais à l'époque, que je continue à me poser aujourd'hui, sur lesquelles je continue à travailler. C'est pour la syntaxe, en fait, c'est qu'est-ce qui fait qu'une succession de mots, bah, ça devient autre chose qu'une succession de mots, que ça devient une phrase. Quel est ce mystère qui fait que des mots mis bout à bout en viennent à former une unité de rang supérieur, mais qui n'est pas simplement la somme des parties. Qu'est-ce qui se joue là-dedans? Et puis les questions de sémantique liées aussi à la syntaxe phrastique, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre comment le sens se construit, avec un intérêt particulier pour la temporalité du parcours interprétatif, c'est-à-dire avec essayer d'isoler, d'identifier, de comprendre ces mécanismes d'anticipation et de rétroaction. C'est-à-dire que j'entends un mot, je fais des hypothèses sur ce qui va suivre, je prépare déjà une interprétation, que le mot qui suit confirme ou infirme. Donc parfois, je suis obligée de revenir en arrière pour réinterpréter mon premier mot parce que j'étais partie sur une... Bref, voilà. Tout ce jeu-là m'intéressait. Et puis, le fait que dans la construction de l'interprétation sémantique, il y a évidemment des connaissances linguistiques, mais il y a aussi tout un pan de connaissances extra-linguistiques, connaissances encyclopédiques, empiriques, sans lesquelles une phrase n'a aucun sens. Donc, cette dimension-là m'intéressait aussi. Oui. Donc, voilà, je voulais qu'il y ait ces deux aspects dans la thèse parce que c'était deux grandes questions qui m'intéressaient et qui ont continué à m'intéresser par la suite, parce qu'on les retrouve dans mon HDR où il est aussi question de syntaxe et de sémantique avec les mêmes questionnements sur un objet différent, quoi.
Et alors, le gérondif, il se situe où dans ces deux pôles et comment est-ce qu'il les articule? Alors, ce qui est intéressant avec le gérondif, c'est que contrairement aux autres, enfin, contrairement aux formes verbales conjuguées à une forme personnelle, euh, la personne est présente, mais sans être identifiée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas de rang personnel. Hmm. Par ailleurs, du point de vue du temps, le gérondif ne donne pas d'indication sur l'époque de l'événement Hmm. auquel il renvoie. Ce qui lui donne des capacités syntaxiques très vastes, en fait. Et donc, c'était ça qui était intéressant pour moi, c'était d'articuler ce qu'est le gérondif en tant que tel et ses capacités syntaxiques très vastes, qui sont liées à, d'une certaine façon, son indétermination, à la fois personnelle et temporelle. Et même chose du côté sémantique, la partie relativement vague, si on peut dire, de son apport temporel, lui permet d'apparaître dans des phrases très différentes et de donner lieu à des interprétations extrêmement variées. Donc, si je conclus, enfin, si j'anticipe votre conclusion, vous avez démontré que le gérondif, c'est une espèce de super-héros avec tous les pouvoirs, hein. C'était un peu la tentation, c'est un peu le couteau suisse, le gérondif. Voilà, c'est ça, c'est ça. Oui, alors, c'est ça, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, ma thèse, c'était aussi, c'était aussi un travail euh, de dépouillement, Mm. d'élimination, puisqu'en fait, il s'agissait aussi euh, de reprendre les analyses traditionnelles qui, alors, donnent au gérondif des valeurs très diverses et qui considèrent que le gérondif peut signifier tout et son contraire. C'est-à-dire que le gérondif peut signifier l'antériorité, la simultanéité, la postériorité, la cause, la conséquence, la condition, la manière, le moyen, etc. Bon. Or, c'était quand même problématique qu'une même forme puisse avoir des sens aussi différents et pour certains d'entre eux contradictoires. Et en tout cas, il y avait une forme de scandale Mm. entre cette diversité des emplois et le caractère invariant de la forme. C'est toujours le même morphème, c'est toujours le même endo, donc comment peut-il signifier des choses différentes? Donc une grande partie de mon travail, c'était de faire une lecture critique des analyses traditionnelles pour montrer que ce qu'elles attribuent au gérondif, en fait, ne lui revient pas. Ce n'est pas le gérondif qui signifie l'antériorité, ce n'est pas le gérondif qui signifie la postériorité. Il ne dit rien de ce point de vue, mais il est compatible avec toutes Voilà. ces valeurs. Et du coup, il faut aller chercher dans le reste de l'énoncé, mais aussi dans les circonstances d'énonciation, les éléments qui, combinés tous ensemble, vont permettre de faire émerger ces interprétations qui existent bel et bien, mais qui ne peuvent pas être le fait du seul gérondif. Donc, ça n'est pas un héros qui a tous les pouvoirs, c'est plutôt une toile blanche sur laquelle on peut projeter C'est ça, des j'allais dire, informations. il est très plastique, donc ce Oui, gérondif. On peut le... oui, Et parce alors, qu'il parce qu'il... parce qu'il dit peu de choses. Oui, c'est ça. C'est un peu une coquille vide qu'on peut déplacer au gré de. Alors, vous avez dit une chose là tout à l'heure qui m'a beaucoup intéressée. Vous avez dit, du coup, il suspend. Alors, moi, je vais le reprendre avec mes mots littéraires, hein, donc désolé pour le capharnaüm. Bon. Il suspend en quelque sorte l'accès au sens. C'est-à-dire, il y a une espèce de suspension mais alors, attends, qui, quand, où, etc. Et vous avez dit aussi que ce qui vous intéressait, c'est de faire le lien avec la littérature. Donc, est-ce que vous avez eu des effets comme ça alors par le biais de la suspension, peut-être de problèmes de lisibilité du fait de l'usage de ce gérondif plastique, blanc, coquille vide, etc. Problème de lisibilité, pas vraiment, parce qu'en fait, les questions d'interprétation qui peuvent se poser, bien souvent, ce sont des questions que ne se pose que le grammairien ou que le linguiste. Mm. Mais dans l'usage, on va dire, euh, normal,
du langage, ces questions-là ne se posent pas. Parce que le gérondif, ce qu'il apporte en propre, c'est une certaine représentation du déroulement de l'événement. Il nous montre l'événement en train de se faire. On est plongé au cœur de l'événement. Mais ensuite, que cet événement prenne place dans le passé, le présent, le futur, soit réel, virtuel, le gérondif n'a rien à voir avec ça. Si on veut mettre en lumière un de ces aspects-là, on a d'autres formes dans le système verbal auxquelles on Oui, peut avoir recours. Donc, ensuite, inséré dans la phrase, on a des éléments contextuels qui peuvent nous permettre de savoir que l'événement s'est déroulé dans le passé parce qu'il est raccroché à un verbe qui est lui-même au passé, parce qu'il y a un complément circonstanciel de temps qui nous l'indique, etc. Mais ça, c'est vraiment quand, en tant que grammairien ou en tant que linguiste, on rentre dans le décortiquage de la phrase. oui. Mais euh, pour l'utilisateur lambda, ces questions-là, elles ne sont pas vraiment pertinentes. Donc, effectivement, dans le corpus que j'ai utilisé, il y avait des phrases où on pouvait se demander si le corpus renvoyait un événement simultané ou antérieur par rapport au verbe principal. Et Point. alors, D'accord. point. Mais ça n'avait aucune incidence sur l'interprétation générale de la phrase. Donc, pas de jeu d'écriture dans le fait de différer l'accès au qui quoi. Pas, Bon, j'en ai pas observé. En revanche, ce qui était très frappant, c'est que le gérondif correspond d'une certaine façon à une grande économie de moyens du fait qu'il n'y ait pas de morphème de personne. c'est ça. Donc, on peut jouer avec les gérondifs, les accumuler, même s'il y a toute une tradition qui condamne l'abus de gérondifs, mais on peut les accumuler de façon à avoir une phrase assez condensée, assez ramassée, mais qui comporte beaucoup d'événements et des événements qui sont liés les uns aux autres. Cervantes, par exemple, le fait très bien dans le Quichotte. Il y a des phrases avec 4, 5, 6, 7 gérondifs, des événements antérieurs, postérieurs, simultanés, et ça s'enchaîne, et ça coule assez bien. Ah oui, alors justement, là, quand vous parlez de gérondifs qui s'enchaînent, qu'on accumule, etc. Là, moi, tout de suite, c'est la traductrice qui réagit, parce que j'ai traduit un certain nombre de romans de littérature espagnole, hispano-américain. Et très souvent, je remarque que gérondif, c'est un peu un tic d'écriture, et que c'est les moments qui sont les plus, je dirais pas mal écrits, quand il y a ces accumulations de gérondifs, etc. Alors justement, peut-être vous allez me dire, vous avez une appréhension, vous avez dit tout à l'heure, et d'ailleurs ça m'a fait rigoler parce que vous avez dit, ça va être une petite boutade, un petit gentil petite boutaille anti-linguiste. Quand vous avez dit, parce que nous, c'est pas l'usage, enfin vous avez dit, vous, les autres, c'est l'usage normal, donc par antonymie, on en déduit que vous, c'est l'usage pas normal de la langue. Et donc là, peut-être que vous, non mais je trouve c'est amusant. Et du coup, peut-être que vous allez me dire, mais précisément parce que vous n'avez pas une appréhension linguistique du gérondif, mais empirique. Et c'est vrai que nous, en traduction, il faut qu'on ait ce rapport, j'ai envie de dire, charnel à la langue. Alors évidemment, on s'intéresse aussi aux questions de syntaxe, sémantique, etc. Mais en général, alors voilà, je généralise un peu sans avoir de cas précis en tête, mais je remarque d'abord que l'usage du gérondif, c'est un peu une facilité d'écriture. Mhm. Et que les moments où il y a une accumulation, c'est les passages d'abord les plus difficiles à traduire, parce que nous, en français, d'ailleurs, je me rends compte que je dis souvent en cours, les hispanophones, alors vous allez me dire si j'ai tort et qu'il faut que j'enlève ça absolument de mon jargon de prof, les hispanophones ont la maladie des gérondifs, ils en mettent partout, et nous, quand on traduit, en tout cas de l'espagnol vers le français, il faut enlever allez, 90% des gérondifs et faire autrement en français. Donc, que pensez-vous de cette approche empirique d'une petite traductrice dans son coin? Alors, sur l'utilisation normale du langage, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le linguiste est amené à se poser des questions qui sont non pertinentes dans le fonctionnement quotidien du langage. Ce qui compte, c'est qu'on arrive à échanger, à communiquer. Ensuite, savoir que telle forme fonctionne de telle façon, l'utilisateur n'a pas besoin de le savoir. Pour moi, la différence, elle est la même. Enfin, je crois que c'est Gilles Luquet qui disait ça, que lorsqu'on pense à un programme informatique, l'utilisateur, il a besoin de savoir qu'en appuyant sur telle touche, ça va déclencher, ça produit tel effet.
Et l'utilisateur du langage, ce qu'il a besoin de savoir, c'est qu'en prononçant tel mot, il peut susciter telle image, telle réaction chez son interlocuteur. Bon, sous réserve que ça se passe comme il l'espère. Après, comment ça marche, ça n'intéresse que le linguiste. Donc, on est amené à se poser des questions qui peuvent apparaître comme des questions parfois en décalage par rapport à l'usage normal. Et donc, par rapport au gérondif, on n'utilise pas un gérondif pour évoquer une antériorité ou une postériorité. Si on veut vraiment mettre l'accent sur le fait que tel événement est antérieur à tel autre, on a à notre disposition des conjonctions, par exemple, qui vont déclarer explicitement cet enchaînement chronologique. Donc, lorsque le linguiste s'interroge pour savoir si l'événement gérondif est antérieur ou postérieur à l'événement principal, il est en train de se poser des questions qui sont différentes de ce qui se joue dans l'interprétation dans le cadre de l'usage effectif du langage. Donc, c'était en ce sens-là que je parlais voilà, d'usage. Si j'employais normal, c'était plutôt l'usage Courant, réel, bien effectif, sûr. courant du langage. Sur l'abus de gérondif, alors oui, ça c'est un des points qui m'avait intéressé dans la thèse aussi, parce que il y a effectivement énormément de condamnations du gérondif. L'abus du gérondif est sanctionné. Il y a le roman Fray Gerundio de Campasas du Padre Isla, qui est une condamnation de la forme dégénérée de l'écriture baroque et le personnage qui met en œuvre ce type de rhétorique s'appelle donc Fray Gerundio. On voit bien ce qu'il y a derrière. Euh, bon. Moi, en tant que linguiste, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Mm. Moi, mon travail, c'était de comprendre comment fonctionne le gérondif et comment concilier euh, un signifiant invariant avec des interprétations que la Ouais. grammaire décrivait comme multiples. C'était ça mon travail. Après, effectivement, alors là, de mon point de vue de lectrice, hein, par rapport au plaisir que je peux prendre à lire, bah oui, effectivement, il y a des cas où on voit bien que le gérondif est une facilité, comme vous disiez, c'est-à-dire qu'on enchaîne, ça va vite, on n'a pas besoin de réfléchir, de construire avec des subordonnés, de jouer sur les modes. Bon. Mais je pense qu'il y a des cas aussi où le gérondif est un moyen économique de condenser une série d'événements dans une phrase sans l'allonger trop, sans l'alourdir avec des conjonctions, des formes de subjonctifs qui pourraient finalement donner à la phrase un caractère plus lourd que les gérondifs parce parce que c'est une forme très, très, très simple, euh, permettent parfois de donner plus de vivacité. Moi je pense à certains épisodes du Quichotte où on a ces accumulations de gérondifs qui, de mon point de vue, euh, ne sont pas, ne sont pas un défaut d'écriture, mais pour moi, Mm. contribuent au contraire au plaisir que j'ai à lire ces passages-là parce que ça va vite, parce que ça s'enchaîne, parce on est pris par l'action, quoi. Euh, Voilà, ça il crée du rythme là pour le coup. du rythme. Voilà, Ouais. Il me ouais. semble que dans l'épisode des moulins, il y a notamment une série de phrases comme ça où les gérondifs s'enchaînent et ça n'est pas, gênant, au contraire. Et puis, c'est vrai que par rapport aux gérondifs, enfin moi, ça m'amusait beaucoup de lire les critiques qui, euh, qui parfois étaient fondées, mais parfois reposaient sur des choses un peu curieuses. Il y a notamment une forme de gérondif qui est régulièrement condamnée, qui est le gérondif dit de postériorité. Donc, on n'est pas censé utiliser un gérondif pour évoquer un événement postérieur. Bon. Sauf que les premières attestations, on les trouve dans le CID. Donc, bon, ça veut dire que peut-être que peut-être qu'on n'a pas le droit, mais on le fait. Donc, avec quelque chose qui est ancré dans l'usage depuis des siècles, on peut voilà, questionner ce genre d'interdiction. Et puis surtout, ce qui était très intéressant, c'était de voir les explications qui étaient données pour cette interdiction. À partir du 19e siècle, ce gérondif de postériorité, il est très majoritairement décrit par les grammairiens espagnols comme un gallicisme, un horrible gallicisme. Ah ouais. Et les grammairiens américains sont moins,
euh, utilise moins cette, cet adjectif. Donc finalement, dire de ce gérondif de postériorité que non, il ne faut surtout pas l'utiliser, qu'il est horrible, que c'est un gallicisme, ça en dit plus sur les relations franco-espagnoles de l'époque que sur la forme verbale en tant que telle. Donc voilà, ça aussi, c'est des aspects qui m'intéressent, qui mêlent la langue et des aspects culturels et historiques. Et voilà, le langage, c'est pas un objet de laboratoire, quoi. Bon, en tout cas, je promets que je m'engage la prochaine fois que dans une traduction, je m'apprête à sacrifier un gérondif, à y penser 2 fois, en souvenir de cet entretien. Je ferai attention. Ouais, mais c'est vrai qu'en français, je pense qu'en français aussi, la forme en ne produit pas le même effet que le gérondif en espagnol. Peut-être Euh, bien, oui. Ouais. ouais. Il y a peut-être aussi ce problème de sonorité, ouais. Alors, puisque vous avez évoqué à plusieurs reprises le Quichotte, parlez-moi un peu de votre corpus. Ça consistait en quoi? Des petits bouts, des grands bouts, des moyens bouts, et de quoi? Alors, mon corpus, il était double. Il y avait une partie littéraire et une partie de presse. Donc, la partie littéraire, j'avais trois œuvres que j'avais dépouillées intégralement. Choisi pour diverses raisons. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui j'aurai exactement le même corpus. Donc j'avais La familia de Pascual Duarte, j'avais La verdad sobre el caso Savolta, et puis Don Segundo Sombra. En fait, j'avais utilisé deux des œuvres qui étaient au programme de l'agrégation quand je l'avais passé, où j'avais repéré des gérondifs intéressants. Et voilà, j'avais choisi ça. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurai une autre approche du corpus. Et puis pour l'autre moitié, c'était un corpus de presse, donc j'avais dépouillé 2 ou 3 numéros. Je crois que c'était ABC que j'avais utilisé parce qu'à l'époque, c'était avant Internet. Et donc, on travaillait avec la presse papier, donc il fallait pouvoir acheter les exemplaires. Et au moment où j'en avais besoin, j'étais à Paris, je ne pouvais pas me rendre en Espagne. Et le kiosque n'avait plus El País, hein, et donc j'ai dû me rabattre sur ABC. Mais bon, j'y ai trouvé mon bonheur. Et puis ensuite, il y avait un stock d'exemples donc, qui avait été glané à droite, à gauche lors de séjours en Espagne, des titres de films, des affichettes, voilà, donc qui correspondaient à un usage plus informel où il y avait aussi des choses très intéressantes. Et alors, du coup, dans la thèse, vous avez traité sans distinction corpus littéraire ou presse, ou alors que, vu les usages que vous avez trouvés et les procédés, enfin, les éventuels procédés et effets de sens, est-ce que ça fait tracer des frontières entre presse et littérature? Non, j'ai pas été amenée à distinguer les deux sous-corpus parce que ce qui m'intéressait, c'était pas, ça n'était pas de voir si certains types de textes favorisaient certains types d'usages. Mm. Mon objectif, c'était vraiment d'avoir l'éventail le plus large possible d'usages écrits, hein, puisque je n'ai pas pu travailler sur l'oral, mais d'avoir l'éventail le plus large possible, euh, puisqu'il s'agissait d'essayer de montrer comment articuler l'unicité du signifié avec la diversité des emplois. Et donc, il fallait avoir voilà, le plus de types d'emplois possible. Mais je me suis pas dirigée vers ce genre d'analyse tenant compte du genre textuel. C'était pas mon objectif. C'était pas ouais, le but. Très bien. Alors, à part votre directeur de thèse et ce prof magnifique que vous avez eu en licence et en maîtrise, est-ce qu'il y a eu d'autres gens qui ont été importants de ce processus de thèse dont vous voudriez parler aujourd'hui? Processus d'écriture et de composition d'une thèse. Ouais. Alors, il y a une personne qui a joué un rôle essentiel. C'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, mais qui a vraiment guidé en quelque sorte mon travail de thèse. C'est Michel Launay, qui était déjà malade quand j'ai fait ma thèse. Mais j'ai lu et relu ses articles, alors, qui ne sont pas très nombreux, mais qui m'ont vraiment servi de boussole, notamment l'un d'entre eux qui s'appelle Effet de sens produit de quoi, oui, qui a vraiment guidé mon travail et
qui m'a permis de comprendre ce qu'était la linguistique du signifiant. Ce sont vraiment ces travaux qui ont été déterminants pour moi. J'aurais beaucoup aimé qu'il soit dans mon jury de thèse, mais son état de santé ne le permettait pas. Mais oui, voilà. Non, donc, ces travaux, en tout cas, ont compté dans mon processus de recherche. Alors, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées, pardon, qui seraient alors proprement liées aux spécificités de votre sujet ou des difficultés plus générales? Et qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution pour vous en affranchir, à ne pas être traumatisé par les problèmes? Euh, les difficultés, les difficultés spécifiques au sujet ou à la discipline, peut-être euh, le temps passé à constituer le corpus. Ah oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps, même aujourd'hui avec les moyens modernes. Constituer le corpus, c'est vraiment très long et donc ça, c'est assez décourageant parce qu'au début, on a le sentiment de ne pas avancer. Donc là, Mm. en plus, à l'époque, les corpus, on les constituait manuellement, donc ça veut dire prendre le roman et puis à chaque fois qu'on voit un gérondif dans un cahier ou sur un fichier informatique, il faut recopier la phrase, noter la page, etc. Bon, c'est d'un autre côté, ce travail assez long et assez fastidieux fait qu'on se familiarise bien avec la forme que l'on étudie. Et donc, mine de rien, au cours de ce travail, il y a plein d'hypothèses qui naissent, il y a plein d'idées qui viennent parce qu'on est, voilà, on est obligé de regarder de près les exemples. En dehors de ça, les difficultés sont pas liées à mon sujet ou à ma discipline, c'est les difficultés que je pense rencontrent d'autres doctorants. Pour moi, ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est l'isolement. Parce que pendant que je faisais ma thèse, j'étais à TER à Caen. J'avais été recrutée après la mutation de Bernard Darbord. Et donc, j'étais la seule linguiste au sein de mon département. Donc, je n'avais pas de collègues avec qui je pouvais échanger. À l'époque, il n'y avait pas de séminaire ou de journée d'études comme il peut y avoir aujourd'hui. Donc, en fait, à Paris 4, où j'étais inscrite, ce qui tenait lieu de séminaire, c'était les cours de DEA, mais qui avaient lieu l'après-midi en semaine. Donc, c'était incompatible avec mon emploi du temps d'ATER. On était peu de doctorants en linguistique du signifiant et il n'y avait pas véritablement de lieu où se rencontrer. Ce qui fait que moi, j'ai découvert après ma soutenance de thèse l'existence de doctorants qui travaillaient sous la direction de Jean-Claude Chevalier en même temps que moi. Donc, les Parisiens se fréquentaient, se connaissaient et ceux d'entre nous qui étions en province, on était un peu seuls dans Mm. notre coin. Donc c'était difficile. Les pratiques d'encadrement des thèses étaient différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. On avait une très, très grande liberté. Bon, ça, c'est vrai que c'était... Mais qui pouvait avoir quelquefois quelque chose d'un peu effrayant. Et je me souviens que je rencontrais Jean-Claude Chevalier à peu près une fois par an. Alors, on échangeait par courrier entre-temps, mais je le voyais une fois par an. Donc, j'arrivais avec ma liste de questions. Je repartais. Non seulement j'avais pas les réponses à mes questions, mais j'avais beaucoup plus de questions qu'à l'aller. Et je me souviens que le voyage de retour entre Paris et Caen était un grand moment euh, de découragement et d'inquiétude. Et puis, dans les jours, les semaines qui suivaient, finalement, toutes les questions, celles que j'avais apportées et celles qu'il m'avait posées, trouvaient leur réponse. Et donc, l'art du questionnement de Jean-Claude Chevalier était assez remarquable parce Mm. qu'il savait très bien, sans jamais me fournir de réponses, il me laissait les trouver moi-même, mais il savait très bien me poser les questions qui allaient me permettre ensuite de trouver moi les solutions aux problèmes. Euh, mais bon, en tout cas, oui, je garde quand même le souvenir d'une période où je me suis sentie assez isolée et ça a été une difficulté. J'aurais aimé pouvoir échanger, soit avec d'autres doctorants, soit avec des collègues plus chevronnés.
La deuxième difficulté, ça a été de concilier le poste d'ATER et la thèse. Alors, aujourd'hui, quand on voit les conditions et quand on voit la pénurie de postes, on se dit que faire sa thèse en étant ATER pendant 4 ans, c'est des conditions absolument idéales. Et c'est vrai. C'est vrai. Oui. C'est vraiment. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de ce point de vue-là. Je garde un excellent souvenir de l'université de Caen. J'ai été très, très bien accueillie par les collègues. Mais j'avais un service qui était assez lourd pour un ATER. Bon, j'avais des cours en amphi, j'avais un cours avec les deuxièmes années d'espagnol et les premières années d'anglais tous ensemble, donc 250 personnes, donc autant de copies à corriger deux fois dans l'année. Et puis surtout, j'ai assuré la préparation en concours CAPES et AGREG. Donc ça, c'était très lourd en plus de la thèse. Et puis, comme beaucoup d'ATER, je complétais mon service avec ce qui restait. J'ai le souvenir notamment d'un TD de civilisation du siècle d'or qui me demandait beaucoup, beaucoup de travail parce que ce n'était pas tout à fait ma spécialité. Et donc, voilà, j'ai passé beaucoup de temps, ce qui fait qu'en fait, la première année d'ATER, je n'ai pas du tout travaillé ma thèse. Je n'ai fait que préparer des cours. Donc ça a été, oui, c'était difficile, même si comment dire, j'ai un peu honte de dire ça aujourd'hui quand je vois les conditions dans lesquelles les doctorants actuels sont amenés à travailler. Et Rétrospectivement. alors, l'écriture, ça aussi, c'est un des aspects qui m'intéresse le plus. Vous avez l'écriture facile ou vraiment, pour vous tirer un paragraphe, il vous faut 2 jours, 3 jours et vous y revenez, etc. C'est comment? Ça a été facile, Alors, cette étape-là? non, l'écriture, c'est pas du tout facile pour moi. J'écris lentement et je reviens en permanence sur ce que j'ai fait. Je ne suis pas du genre à écrire d'un jet. Et donc, un des conseils qu'on m'avait donné dès le début, c'était de commencer à écrire très tôt. Et effectivement, ça, je l'ai constaté, je ne peux donner forme à ma pensée qu'en l'écrivant. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas passée par cette phase d'écriture, j'ai l'impression d'avoir saisi, d'avoir compris, oui, je sais ce que je veux dire, et au moment de le coucher sur le papier, c'est là que je mesure que non, la pensée n'est pas assez élaborée. Et il faut vraiment pour moi passer par cette phase de mise en mots pour faire avancer la pensée. Ouais. Je suis obligée de faire comme ça. Donc je rédige très, 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 très lentement. Et j'ai commencé en fait à rédiger très, très tôt, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup repris ce que j'avais fait. Et je ne suis pas du tout satisfaite du résultat auquel je suis parvenue. Mais bon, un jour, il faut s'arrêter. Bien sûr. Alors, bon, après toutes ces difficultés, arrive le jour de la soutenance. Alors, est-ce que vous pouvez commencer, enfin, nous dire d'abord qui étaient les professeurs qui composaient votre jury? Oui, alors dans le jury, donc, il y avait Jean-Claude Chevalier, le directeur de thèse. Il y avait Gilles Luquet, qui était le président du jury, ensuite j'ai pu connaître un peu mieux et avec qui j'ai pu travailler dans le cadre du séminaire du GERLIS, qui a été vraiment quelque chose de très important pour la linguistique hispanique. Enfin, ça, il a vraiment beaucoup, beaucoup compté et beaucoup contribué à structurer la linguistique hispanique et à nous faire avancer. Il y avait aussi Bernard Darbord, qui, quelques années après la thèse, a eu la gentillesse de me signaler un cas tout à fait intéressant de gérondif caractéristique de l'espagnol médiéval septentrional construit sur une base de prétérit sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. C'est lui qui a repéré ça. Il était en train d'éditer un texte du 15e et il en avait plusieurs. Il m'a dit, ah, vous savez, il y a un tel. Bon. Et puis le quatrième membre du jury, c'était Francis Tolis, euh, qui était un ancien condisciple d'Antoine Rezano, alors qui est quelqu'un de tout à fait charmant, mais qui m'a un peu traumatisée le jour de la soutenance, parce que il était très très à cheval sur le respect des normes typographiques. Et alors, il m'a fait remarquer que je n'avais pas respecté la norme AFNOR, AFZN, je ne sais plus quoi, et que j'avais notamment utilisé des traits d'union au lieu des tirets demi-quadratins. Alors, j'étais dans tous mes états.
Et donc, maintenant, à chaque fois que je fais un cours à mes étudiants sur les normes typographiques, je n'oublie pas de parler du tiret demi-quadratin et je leur raconte l'anecdote de la soutenance de thèse. Ça les fait sourire, n'empêche qu'ils savent utiliser le tiret demi-quadratin. Et moi aussi, désormais. Et alors, à part cet événement traumatisant, mais c'est vrai, en plus, ça prend des proportions énormes dans ce genre de contexte. Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette journée? Alors, un souvenir mélangé. euh, Même si la soutenance s'est bien passée, je garde quand même le souvenir d'une épreuve. Ah oui, Épreuve, ouais, j'étais pas du tout confiante. J'étais très très tendue. Ouais, j'ai trouvé ça difficile. Et en même temps, je garde aussi le souvenir d'un moment d'échange intellectuel et scientifique intense, comme c'est le cas à chaque soutenance de thèse. Et comme finalement, on en a peu dans notre carrière, parce qu'il y a peu d'occasions où nos travaux sont lus de façon aussi attentive, sont évalués, sont discutés, et où on peut échanger sur vraiment le fond de nos recherches de cette façon-là. Même si dans les colloques, on a aussi un retour, mais jamais avec cette oui. intensité et cette qualité. Donc c'est vraiment ouais, quelque chose de précieux et quelque chose d'important. Et je me souviens en fait peut-être encore plus du lendemain de la soutenance, où je n'ai pas éprouvé de joie ou de soulagement, mais le sentiment d'un vide terrible. Ah oui. Comme si j'avais perdu toute ma substance, à l'intérieur, j'étais totalement vide, quoi. Je m'y attendais pas du tout. Ouais, ça a été très curieux. Et alors, vous étiez ému ou cette espèce de blanc, comme si c'était pas vous? Plutôt un blanc. Plutôt Ah un oui. blanc. Ouais, ouais, Bon. ouais. Bon, et pas parce que moi, au fil de tous ces entretiens, on me raconte des histoires incroyables. Et pas d'anecdotes le matin ou après, ou parce qu'il y en a plein. Alors, c'était les grandes grèves, c'était le Covid, enfin, des catastrophes pas possibles. Donc, rien de spécial. Non, 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 moi, c'est vraiment une soutenance qui s'est déroulée de façon tout à fait sans Classique. encombre. Je vivais à Paris, je pouvais me rendre à pied rue Gay-Lussac en cas de grève de métro. Je soutenais l'après-midi, donc j'avais toute la matinée pour aller à pied depuis la Cité universitaire internationale jusque Gay-Lussac, donc pas de problème, pas de catastrophe Gay-Lussac. Rien ne s'est écroulé dans la salle, même si elle était dans un état lamentable comme c'était le cas à l'époque. Non, non, moi, j'ai pas eu à faire face à ce genre d'imprévu. Bon, alors, dans quelle mesure est-ce que l'enseignante et la chercheuse continuent d'être influencées par ce travail-là? Alors, en dehors de la question disciplinaire et bah, par exemple, des problèmes de typo, est-ce que vous avez l'impression vraiment que c'est cette étape-là qui a fait l'enseignante et la chercheuse que vous êtes aujourd'hui, ou c'est jamais qu'un un moment comme un autre et qu'en fait les déclics se sont faits plus tard? Euh, je dirais pas que je dirais pas que cette thèse m'a modelé. Ça a été une étape importante dans mon parcours d'enseignante-chercheuse, mais bon, je retrouve enfin, certaines des questions sur lesquelles je travaillais à l'époque, donc celles que j'ai évoquées, la question de la syntaxe, de la construction de la phrase, la question du sens, du parcours interprétatif, l'importance du contexte culturel, tout ça sont des questions qui continuent à m'intéresser, sur lesquelles je continue à travailler, mais c'est plus finalement une constante, une cohérence du parcours que vraiment quelque chose que la thèse m'aurait apporté. Et finalement, c'était des questions que je me posais avant et auxquelles la thèse m'a permis de me confronter à partir d'un objet spécifique. Euh, mais finalement, ce qui m'occupe vraiment aujourd'hui, c'est-à-dire le signifiant, en fait, la matérialité sonore, est totalement absent de ma thèse. Ce qu'il n'y a pas dans ma thèse, c'est le signifiant. C'était de la linguistique du signifiant, mais c'était de la linguistique du signifiant telle qu'on l'a pratiquée à l'époque, où on mettait plutôt l'accent sur
l'unicité du signe, le fait qu'à un signifiant corresponde un et un seul signifié. Mais tout ce que Michel Launay avait commencé à mettre en place, que Maurice Molliot aussi avait déjà commencé à travailler sur ce que Launay appelait la lecture du signifiant, donc vraiment ce décortiquage du signifiant, ça ne se pratiquait pas à l'époque. Et ça, c'est quelque chose qui est venu bien plus tard. Pour moi, le déclic s'est fait plusieurs années après, suite à des rencontres scientifiques qui ont permis d'oser aller regarder le signifiant, parce qu'il y avait vraiment il y avait une sorte de tabou, en fait, en quelque sorte. Donc, je dirais que ce que je fais aujourd'hui, c'est dans le prolongement de ma thèse, mais c'est vraiment autre chose. Disons que la thèse a préparé le terrain Oui. pour que je me pose les questions que je me pose aujourd'hui. En revanche, là où je me sens vraiment euh, redevable à ce que j'étais comme doctorante, dans ce que je suis aujourd'hui, c'est dans la direction des doctorants, dans les thèses que j'encadre. Je pense qu'en fait, sans même m'en rendre compte, ma façon de diriger les thèses, c'est vraiment une façon de répondre aux attentes que j'avais quand moi j'étais à la place de mes doctorants, finalement. Les manques que j'ai pu ressentir à l'époque, j'essaie de les corriger aujourd'hui. Bon, on connaît bien ça dans l'enseignement, hein. Souvent, on fait le cours que l'on aurait aimé avoir quand on était soi-même étudiant. Donc, j'attache beaucoup d'importance à favoriser les échanges entre doctorants, mais aussi entre doctorants et enseignants-chercheurs, pour que les doctorants ne se sentent pas isolés et aient vraiment plusieurs personnes ressources autour d'eux, quoi. Alors, le signifiant, attends, vous avez dit la lecture du signifiant après. Ça s'enseigne comment à des étudiantes maintenant? Alors, bah, ça s'enseigne en y allant de façon très, très progressive, en replaçant ça dans un contexte plus général, en repartant de ce qui est la doxa, l'arbitraire du signe, et puis en montrant qu'il y a dans le langage des tas de phénomènes que ce postulat ne permet pas d'expliquer. Et donc, il y a un autre, un autre point de vue qui existe depuis fort longtemps, qui est resté marginal pendant très longtemps, mais qui permet de comprendre des choses que sinon on ne peut pas expliquer si on s'en tient à l'arbitraire. Et donc, on commence avec des exemples. Et puis on leur explique la méthode. Et bon, voilà. Finalement, les étudiants sont sans doute euh, moins réticents par rapport à ça que ne peuvent l'être des collègues, parce que eux n'ont pas ce tabou, n'ont pas ce dogme de l'arbitraire. Pour eux, tout ça, c'est nouveau. Et ben, quand ils voient les phénomènes, quand ils voient les mots, oui, pour eux, la lecture du signifiant, ça leur semble pas poser de problème particulier. Et c'est quoi les corpus qui sont des portes d'entrée faciles pour les convaincre? En fait, n'importe quel type de corpus s'y prête, parce que enfin, on peut trouver des réseaux analogiques dans n'importe quoi. On peut travailler sur de la littérature, on peut travailler sur des comptines, par exemple. Ça Mmh. ça marche très bien, mais enfin, tout type de corpus peut s'y prêter. On peut travailler sur le lexique du corps humain, enfin, le lexique œnologique s'y prête aussi, enfin, le lexique de la gastronomie, il y a Et plein alors, de choses. vous travaillez sur, tout ce qui est la tweet littérature, enfin tout le langage que je peux trouver, les formules et cetera dans les SMS, le Twitter et compagnie ou non, Non, c'est alors moi je travaille pas là-dessus. euh, Parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais privilégié certains genres plutôt OK, que d'autres. oui, C'est pas, c'est pas une question qui se pose à laquelle toujours je me suis pas. intéressée jusqu'à Voilà, maintenant. Ouais. ouais, j'ai compris. Elle s'était pas posé la thèse, elle se pose toujours pas. Non, je travaille plutôt sur des champs sémantiques, ou Mmh. alors
sur des domaines de connaissances, sur la langue du vin, par exemple, ou sur la langue de la gastronomie, mais Ouais, peu importe le genre discursif, que ce soit un blog, un article de journal, peu importe. d'accord. Donc, ça interroge sur la question du contexte d'émission, du coup. Oui, oui. Et c'est Tout- intéressant, ouais. Alors, ça, c'est la question qui, pour certains, est problématique. On va voir si c'est le cas pour vous. Est-ce que vous avez relu votre thèse? oui et non. Alors, j'ai relu certains passages pour préparer des cours sur le système verbal espagnol, où je me suis servi de choses que j'avais faites, mais jamais je n'ai relu ma thèse du début à la fin. Je préfère lire les travaux des autres. J'ai plus à apprendre de ce côté-là. Et en plus, bon, j'ai pas la nostalgie de cette époque. Et en plus, je pense que ma thèse est très datée. Donc, Mhm. non, je n'ai jamais éprouvé l'envie de relire ce travail. Alors, ceux qui n'ont pas relu leur thèse, comme moi, par exemple, je leur pose la question annexe, qui est, alors, cette chose, elle est rangée où chez vous? Est-ce que vous l'avez oubliée au fin fond d'une cave ou quand même, vous lui faites une petite place dans la bibliothèque derrière vous? Alors, elle n'est pas dans la bibliothèque, elle est dans un placard, le placard des archives, où il y a mes cours des premières années, à l'époque où une partie de mes cours n'était pas encore sur informatique, où c'était des cours sur disquettes. Et bon, je ne peux plus rien faire des disquettes, donc j'ai gardé les versions papier. Donc, il y a là sur une étagère tout en haut les vieux cours de ma période d'ATER. Il y a les cours que j'ai suivis comme étudiante l'année de l'agrégation et il y a la thèse qui est Bon, là, quelque part dans un coin. d'accord, donc c'est vraiment les vieux machins poussiéreux. Ok, d'accord. Alors, vous avez déjà distillé un certain nombre de petites choses, notamment décloisonner, enlever l'isolement, etc. Mais quels sont les conseils que vous donnez à vos doctorants? Euh, alors, c'est variable en fait selon les doctorants parce que chaque situation est différente. Ils ont tous des profils particuliers, des conditions de travail différentes. Je, je- pour moi, la question de l'isolement, c'est vraiment un point Hmm. essentiel. Et donc, ça me semble important alors qu'ils entretiennent leur réseau amical et familial, ce qui n'est pas toujours facile quand on fait une thèse et qu'en plus on travaille. Qu'ils se constituent, et ça je les aide, un réseau professionnel sur lequel ils puissent compter parce que le directeur de thèse ne peut pas répondre à toutes les questions. Euh, et donc il faut pouvoir se tourner vers d'autres chercheurs ou se tourner vers d'autres doctorants parce que pour pouvoir partager aussi des expériences et se rendre compte que les difficultés auxquelles on est confronté, bah, finalement, ce sont les difficultés inhérentes à la thèse. Je leur conseille aussi, mais ça tient peut-être à la discipline, je leur conseille aussi d'écrire le plus tôt possible, même s'il ne restera rien dans la version finale de ces premiers écrits, parce que c'est aussi une question d'entraînement. Hmm. Et puis parce que pour la plupart d'entre eux, c'est ce qui leur permet de faire avancer leur propre pensée. Il y a quelques exceptions. J'ai eu une doctorante qui a conduit ses recherches et s'est mise à rédiger au dernier moment. Mais c'était vraiment un cas exceptionnel. Je pense que tout le monde n'a pas ce talent, cette capacité. Ouais, ça me fait réfléchir à ce que vous dites parce que vous êtes nombreux à me dire, moi je leur dis écris très 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 vite, alors que comme je suis un esprit très cartésien, moi on n'écrit pas tant qu'on n'a pas tout est bien balisé, etc. Et donc je réfléchis de plus en plus à cette idée de quand même jeter des choses sur le papier pour traduire au moins sa pensée. Oui. Donc je vais creuser ça. Alors Ouais, non, pour pardon. finir, est-ce que vous pouvez prendre votre thèse, aller au milieu des cours et des vieux papiers, machin, voilà, l'ouvrir à la première page, donc de l'introduction, nous lire la première, deuxième ou troisième phrase si ça vous semble être plus cohérent pour qu'on comprenne un peu votre attaque, et nous en faire un commentaire. Rétrospectivement, vous pensez quoi de ce début? Alors, si j'y suis autorisée, c'est pas les premières lignes de ma thèse que j'ai envie de lire, mais c'est la citation qui est en exergue, qui me semble beaucoup plus intéressante. Bon, d'accord pour, pour lire la citation qui est en exergue. Effectivement, c'est intéressant de savoir comment on a souhaité commencer avec les mots des autres. Il n'en reste pas moins que j'aimerais bien quand même
que vous nous parliez de votre première phrase à vous. Euh, d'accord. Alors, la phrase qui est en exergue, c'est Antoine Rezano, donc le prof de Nantes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me l'a donné, qui l'avait trouvé. C'est une anecdote racontée par Mauricio Vicental dans une émission de Radio Nacional de España qui s'appelait Los Despistes. Et il raconte l'anecdote suivante. Valle Inclán estaba enfermo y le querían poner una perfusión de sangre. Le ofrecían la sangre de un colega, pero él gritaba diciendo, no, no, la sangre de ese no, que está llena de gerundios. En effet. Voilà comment j'ai souhaité commencer ma thèse. Alors à la fois parce que c'était pour moi un, un clin d'œil à Antoine Rezano, à qui je devais vraiment, vraiment beaucoup. Et puis aussi parce que c'était une façon de mettre le projecteur sur cette espèce de défiance vis-à-vis du gérondif. Et que ben, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de démonter cette mécanique et d'aller voir autre chose, de comprendre comment ça marche, un gérondif, et de sortir de cette dimension normative qui était vraiment omniprésente dans les grammaires. Je pense que les choses ont un peu changé aujourd'hui, mais à l'époque, la plupart des grammaires, en fait, n'expliquaient pas, enfin, consacraient autant de temps à critiquer soit l'abus de gérondif, soit certains emplois, qu'à expliquer véritablement son fonctionnement. Et donc, Mhm. moi, je voulais un parti pris différent. Mais donc, Fallait je me re- positionnais par rapport à ça. C'est ça, il fallait remonter le courant. Oui, tout à fait. C'était vraiment un travail euh, de dépouillement, quoi. Rendre au gérondif ce qui lui appartient et uniquement ce qui lui appartient. Ne pas lui attribuer des choses qui relèvent du reste de la phrase ou du contexte. Je comprends très bien, oui. Alors, et vous, alors, vous avez commencé comment? Je l'aime pas, ma première phrase, c'est pour ça que je veux pas la lire. Je la trouve très moche, hein. Enfin, je l'aime pas du tout, hein. Il est de tradition de commencer toute étude du gérondif espagnol en déclarant que peu de questions ont été aussi débattues et qu'il n'est pas de forme verbale ayant suscité plus de discussions et de controverses. Voilà, j'ai Alors, ensuite vu. bon, elle est informative, qu'est-ce qui va Elle est pas? informative, mais euh, je l'aime pas. Je l'aime pas. Bon, Mais donc bon. celle-là, non, on la renie. Ouais. Alors, bon, allez, je vais être conciliante. Lisez-nous donc la dernière. Oula. Alors, la dernière, qu'est-ce que ça peut être la dernière? Ah, mais c'est bien ça, vous ne la rappelez pas. Ah non, pas du tout. Euh, alors, je vois encore une citation, mais non, ça, c'est une annexe Bon, que j'ai pu écrire à la fin. ça vous fait quelque chose de tripoter ces vieilles pages? Non, non, ça me. C'est presque comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrit un autre moi. Alors, on pourrait finalement dire du gérondif qu'il combine certains aspects ou avantages, entre guillemets, de la subordination. Son emploi instaure un lien de dépendance entre deux événements, l'événement gérondif et l'événement principal, avec ceux de la parataxe, puisqu'il ne donne aucune indication sur la nature de ce lien. Le gérondif semble donc être la réponse au problème suivant. Comment déclarer l'existence d'un rapport entre deux événements sans dire en quoi consiste ce rapport? Ah, c'est mieux que le début. Ça, ça, Ah, ça, ça, je ne renie pas la phrase de fin, qui est enfin, très inspirée par Guillaume, hein, parce que Guillaume, son premier ouvrage connu, c'est le problème de l'article et sa solution dans la langue française. Et donc, mon histoire du gérondif, réponse à un problème, ça, c'est directement inspiré de Gustave Guillaume. bon, ben, je vous remercie beaucoup pour cet entretien et puis d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Merci, merci beaucoup. Ben, merci à vous et merci pour ce projet que je trouve très, très intéressant.